Bonjour, bonjour tout le monde, merci pour votre présence. Merci d'être là pour cette conférence qui va porter sur le facteur humain dans la cybersécurité, spécialement dans les PME. On va parler de manière générale, mais plus spécifiquement pour la PME. Donc je commence par me présenter. Je m'appelle Mahmoud Adani, je suis spécialiste de l'expérience et la stratégie client chez Nekondu. Donc je donne aussi des formations de sensibilisation pour la cybersécurité et la loi 25. Donc pour le plan de match d'aujourd'hui, eh bien on va commencer par une petite introduction pour expliquer pourquoi on donne la conférence justement pour le facteur humain, pourquoi on met l'accent sur cet élément. Et puis on va parler aussi des risques liés justement à ce facteur humain. On va enchaîner avec les stratégies à adopter, des choses simples qu'on peut utiliser tous les jours. Et puis on va finir avec une petite conclusion pour bien optimiser notre temps. On est ensemble pour 15 minutes. Donc pour introduire le sujet, on va parler d'un chiffre qui est 88% des incidents de cybersécurité qui sont dus au facteur humain. Ce chiffre n'est pas anodin, c'est vrai que ça date de 3 à 4 ans de cela, mais il faut savoir qu'on n'est pas bien avancé. Les derniers chiffres de 2023, ils précisent qu'on est à 75%. Ce qu'on comprend de là est que le facteur humain est un élément important qui est à prendre en considération. C'est vrai que parfois, on va implémenter des solutions, on va apporter des outils qui permettront justement d'optimiser notre cybersécurité, mais il y a le volet humain qui va rester important parce que tout simplement, ça passe par la sensibilisation, on va le voir plus tard. Ça passe aussi par le fait d'instaurer une culture de sécurité dans l'entreprise. Et donc on va commencer à parler un peu des risques qui vont impliquer le facteur humain. Ce que j'entends par là, c'est que justement, on a besoin d'une intervention humaine pour justement avoir un problème de cybersécurité. Le plus classique, justement, c'est l'hameçonnage. Tout le monde le connaît, j'imagine, le phishing, donc le fameux phishing par courriel. On reçoit tous des courriels, justement, qu'on retrouve dans notre spam, dans notre boîte de réception, qui nous demandent de télécharger des choses ou bien d'aller sur des sites web. Eh bien, si la personne n'est pas bien sensibilisée, il va tout simplement cliquer sur le lien et on peut dire que ça peut finir justement, mal pour l'entreprise de manière générale. Quand on parle d'hameçonnage, c'est vraiment, on parle de manière très générale dans toutes ses formes. Donc que ce soit pour les textos, l'hameçonnage par voix, mais aussi ce qu'on appelle l'harponnage qui est le spear phishing. Donc là, on appelle ça aussi la fraude du président. Et pour ça, c'est une sorte d'usurpation d'identité. Donc il y a quelqu'un qui va se faire passer pour quelqu'un d'autre, généralement le président ou quelqu'un ayant justement une autorité dans l'entreprise, pour pouvoir valider des choses, pour pouvoir valider des transactions qui ne sont pas légitimes. Donc je vais vous parler d'un cas qui s'est passé au Québec, d'une entreprise qui s'appelle Monsieur Cocktail en 2023. Donc il y a quelqu'un qui a appelé justement le gars qui travaille dans la comptabilité pour lui demander justement de virer un montant d'à peu près 200 000 $. La raison est toute simple, il lui expliquait justement qu'il y avait une transaction qui prenait lieu à l'international, donc une acquisition, et qui est confidentielle. Bien entendu, quand on utilise ce genre de tactique, généralement on va mettre l'accent sur tout ce qui est confidentiel, sur l'urgence. La raison étant simple, c'est pour tout simplement inviter les gens à l'action plutôt qu'à la réflexion. Donc on va plus être amené justement à agir, à valider ce qu'on est en train de nous demander que de réfléchir de manière logique et posée. Donc ce qui a donné, on va dire, de la légitimité à l'opération, c'est que la personne en question a reçu un courriel de son président lui disant effectivement que la transaction est bien légitime. Mais il faut savoir que ce qui s'est passé en avant, c'est qu'à peu près en novembre 2022, l'adresse courriel du président a été piratée, donc ce qui a fait que les attaquants, justement, ils ont pu accéder à l'adresse courriel pour pouvoir envoyer par la suite le courriel qui va confirmer, qui va légitimer, on va dire, la transaction. Donc juste pour vous dire qu'à ce moment-là, la pauvre personne, il a juste validé le tout et puis l'entreprise s'est retrouvée avec 200 000 $ qui s'est évaporé dans la nature. Et vous vous en doutez, bien entendu, on parle de pirates entre parenthèses. Cet argent, on ne le retrouve plus. Et résultat des courses, on a 3 personnes qui ont été licenciées, dont malheureusement la personne qui a validé la transaction, et 200 000 $ de perdus. Moralité de l'histoire, si on a sensibilisé assez ces personnes-là, on n'en serait pas là. Donc juste pour vous dire justement que le coût pouvait être justement très important et très élevé pour des pratiques qui peuvent être très simples.
Donc il y a aussi ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Donc pour vulgariser un peu le terme, c'est tout simplement la manipulation. Donc il y a différentes formes. Il y a ce qu'on appelle le prétextage, c'est tout simplement quelqu'un qui va se faire passer pour quelqu'un d'autre. L'exemple le plus flagrant, c'est tout simplement votre conseiller bancaire, soi-disant conseiller bancaire, qui va vous appeler pour vous dire « on a remarqué une transaction suspecte sur votre compte, on aurait besoin de la vérifier ». Eh bien, à ce moment-là, il faut faire attention parce que parfois, ce n'est pas vraiment votre conseiller bancaire, mais tout simplement quelqu'un qui se faisait passer justement pour ça. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la technique de l'appât. Donc, c'est très simple. Le pirate, il va tout simplement poser une clé USB. Et parfois, la clé USB, parce qu'on devient créatif de plus en plus, la clé USB, parfois, il est aux couleurs de l'entreprise. Donc, justement, on va avoir tendance à aller chercher cette clé. Et puis, en l'introduisant, eh bien, on décroche le gros lot, malheureusement, de manière négative. Et puis il y a aussi le quid pro quo, donc c'est une sorte d'échange de faveurs. Donc je vous donne un exemple très simple. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui se fait passer pour votre responsable IT, votre responsable TI qui vous dit écoutez, nous avons remarqué qu'il y a un problème sur votre ordinateur, eh bien on aurait besoin d'avoir accès. Et vous savez qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'outils qui permettent justement d'accéder à distance, TeamViewer et autres, pour citer que ça. Et puis ou juste vous demander des identifiants. Et puis, il y a aussi la filature, donc c'est quelqu'un qui va vous suivre justement pour essayer d'entrer dans l'entreprise, qui n'a pas de badge, qui va avoir dans sa première main, on va dire, l'ordinateur et dans l'autre un café. Et puis, généralement, le matin, on est tous à moitié endormis, donc on laisse passer l'individu sans vérifier. L'ingénierie sociale, en fait, il y a un cas qui s'est passé au Québec, le tristement célèbre cas de Desjardins en 2019, que tout le monde connaît. Eh bien, c'est passé par de l'ingénierie sociale. Donc c'est quelqu'un justement qui a manipulé des gens à lui donner accès à des informations. Et je pense que tout le monde connaît la suite de l'histoire. Donc ça fait quand même c'était une opération d'envergure et on a eu une perte de données importante, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. Les stratégies à adopter, c'est très simple. Donc il faut déjà commencer par ce qu'on appelle une analyse de renforcement de cybersécurité. Donc faire un état des lieux. Donc détecter les vulnérabilités pour pouvoir bien entendu identifier les risques. Ça nous permettrait aussi d'évaluer à quel niveau de conformité on est actuellement. Et bien par la suite justement mettre en place une feuille de route dépendamment du cas. Donc justement on parlait des PME, généralement on est dans une petite structure, il n'y a pas beaucoup de monde. Et bien il est important de, on va dire, personnaliser justement son analyse et puis aussi mettre en place on va dire les mesures qui vont avec la taille de notre entreprise. Entre autres, justement, on peut parler c'est très simple, les mots de passe, mais parfois ça pose beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, il y a des outils qui peuvent justement déchiffrer un mot de passe en moins de 6 secondes. Les mots de passe de genre prénom, date de naissance, ça n'existe plus. Parce que c'est tout simplement, c'est comme si on n'a pas de moyens de protection. Donc, on insiste sur le fait justement d'avoir un mot de passe complexe, qui soit suffisamment long. Surtout ce qu'on appelle aussi les phrases de passe. Les phrases de passe, ça peut être juste mon chien aime les ballons rouges. Ça, c'est une phrase de passe, c'est un mot de passe qui est très long, mais qui est quand même difficile à déchiffrer. Donc, ça aussi. Et puis, ce qu'on appelle l'authentification à multifacteur aussi. Bien entendu, les gens qui en ont la possibilité, parce que je sais que ce n'est pas toujours évident, dépendamment des outils qu'on utilise. Ça, en revanche, c'est une option qui permet quand même de sécuriser à un bon pourcentage justement l'accès à nos outils et à notre système. Et bien sûr, il y a aussi l'authentification biométrique, bien qu'aujourd'hui avec la loi 25 au Québec, il faut savoir que si jamais on utilise la biométrie, il faut justifier à la commission d'accès d'information pourquoi on utilise la biométrie. Et il faut bien entendu obligatoirement les informer si jamais on a mis en place justement des mesures de biométrie dans notre entreprise, que ce soit pour facial ou bien pour l'empreinte. L'importance de la sensibilisation et la formation, disons que c'est l'élément le plus important dans ce sujet. C'est le plus simple aussi. Parce que comme j'ai dit, d'un point de vue budgétaire, ça ne peut rien coûter, mais ça peut sauver justement, une somme importante. On a vu le cas tout à l'heure de M. Cocktail. Donc, quand on parle de sensibilisation, c'est tout simplement avoir une personne ressource à qui justement on va s'adresser en cas de besoin. On reçoit tous des spams, on reçoit tous des courriels qui peuvent paraître, bizarres.
Mais parfois, on n'a pas justement dans l'entreprise quelqu'un à qui s'adresser et dire écoutez, moi j'ai reçu ça, est-ce que c'est légitime? Cette personne-là, il peut par la suite justement passer l'information à tout le monde et de cette manière, on peut optimiser justement la communication par rapport à ce sujet. La formation continue, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Sensibiliser est important, mais s'il n'y a pas une formation solide à la base, tout simplement les gens n'auront pas les éléments nécessaires pour se défendre, n'auront pas les éléments justement qui leur permettront de détecter par exemple un spam ou détecter une personne qui est en train de les manipuler. Donc la formation, c'est important de la voir de manière ponctuelle. Il ne faut pas que ce soit une sorte de résolution du jour de l'an ou de se dire oui, on va faire ça aujourd'hui pour être conforme à une loi, mais plus tard, c'est bon. Et puis généralement, on ne raconte pas des contes de fées, ce n'est pas des histoires drôles quand on parle de cybersécurité. Donc les gens, ils ne sont pas vraiment très motivés justement à assister à des formations comme ça. Donc il faut trouver le moyen justement de vulgariser. Si on n'a pas le moyen de le faire à l'interne, on peut faire appel justement à des cabinets externes. Et puis le plus important, comme j'ai dit, c'est qu'on ait justement un programme de formation ponctuel tous les 6 mois ou tous les ans qui permettrait de rafraîchir un peu et de faire la mise à jour par rapport à nos employés. Et tout ça, le plus important, c'est d'avoir une culture de sécurité. Quand on a des nouvelles recrues et qui vont voir justement que ceux qui sont là, ils sont déjà sensibilisés et puis ils ont déjà certains, on va dire, certains réflexes par rapport à la cybersécurité, eh bien tout simplement ils vont s'adapter eux aussi. Et donc c'est un cercle vertueux. Sur le moyen et long terme, c'est sûr que l'entreprise sera gagnante justement, encore une fois, avec on va dire, en termes de budget, c'est pas du tout cher, donc c'est juste de la sensibilisation au jour le jour. On va terminer avec une citation de Thomas Fuller, qui est un physicien anglais, qui dit « Le moyen d'être safe, c'est de ne pas se croire en sécurité, tout simplement. » Et donc, il faut toujours se reposer en question, justement, et puis remettre en question sa sécurité, et puis mettre à jour ce qu'on sait déjà. Voilà, donc si vous avez des questions, on serait ravis de vous répondre. On est au kiosque 710. N'hésitez pas à venir nous voir. Donc, merci pour votre présence encore une fois, et je vous souhaite une bonne fin de journée.